Isabelle Perron s'empare du micro pour mieux vous entendre. Elle capte les tensions, débusque les non-dits, éclaire les angles morts. Vos idées, vos émotions, vos questions. Parce que l'actualité, ce n'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est aussi ce que vous vivez. Isabelle Perron. Mercredi, bienvenue à Cube. C'est une journée qui est bien importante aujourd'hui. Important de le souligner en caractère gras. Au fait, on devrait en parler 365 jours par année, mais on va au moins saluer le fait qu'aujourd'hui, c'est la 23e journée mondiale de la prévention du suicide. Moi, j'ai une bonne pensée pour Anna qui, un jour, a laissé les petites perles de tristesse s'installer dans son cœur pour en faire une boule. Puis elle a oublié que derrière cette boule-là, on était capable de la dissoudre, puis que derrière les chemins bien toughs, souvent, il y a de la lumière encore plus brillante que celle dont on pense. Puis je suis certaine que Anna, si elle savait cette peine qu'elle a fait aux gens autour d'elle, ces cicatrices qui ne veulent pas se refermer. Je suis certaine que si elle avait su à quel point elle aurait pu faire briller sa lumière aux gens autour d'elle qui en avaient bien besoin, bien, Anna serait probablement avec nous aujourd'hui. Puis je me dis qu'elle ne sera pas partie en vain parce qu'on pourra parler d'elle pour faire une différence auprès de ceux et celles peut-être qui broient du noir. Fred Bastien, c'est sur cette introduction que je t'accueille dans un sujet qui n'est pas évident, mais essentiel. Bonjour Isabelle. Non, effectivement, un sujet essentiel. Puis s'il y a des gens qui veulent nous écrire, nous faire des témoignages, ils peuvent le faire au 1-877-827-2346. Puis on sait que s'il y en a qui ont besoin d'aide aussi, il y a le 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. On en reparlera plus tard dans l'émission très certainement, mais c'est important de le mentionner. Il y a des ressources, puis vous êtes... Même si on a l'impression d'être dans un nuage noir puis d'être déconnecté des gens, il y a des gens autour de vous qui veulent vous aider puis qui vous aiment, même si vous y croyez pas. On oublie parfois à quel point on est aimé. Ouais. Ça, j'avoue, Marc-André Dufour, psychologue clinicien, vous avez écrit plusieurs livres, Comment garder espoir dans un monde en crise, entre autres. Bienvenue à l'émission. Je suis content d'être là. Merci pour l'invitation. C'est un sujet qui n'est pas évident, puis souvent, quand c'est un sujet qui nous chamboule, on le tasse un peu de côté. Est-ce que vous le vivez, ça? Bien, l'idée de la Journée mondiale de prévention du suicide, c'est justement pour nous obliger à ramener le sujet, puis pas le ramener en réaction à un événement dans l'actualité où les gens sont bouleversés et tout ça, mais de dire, bien, de temps en temps, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on parle de prévention du suicide. Il y a encore plus de 1000 personnes par année qui se suicident au Québec. Il y a encore 3 fois plus d'hommes que de femmes qui s'enlèvent la vie au Québec. Les adolescentes sont particulièrement en détresse. C'est elles, entre les 15 et 19 ans, c'est elles qui ont le plus d'hospitalisation suite à des tentatives de suicide. Donc, si chaque geste suicidaire, évidemment, ça affecte la personne qui pose le geste, mais ça affecte tout son entourage. Fait que ça, on s'en va comme ça en disant, bon, ben tout le monde est heureux, la performance, l'image, puis qu'on n'en parle pas. Ben, ces gens-là, ils s'isolent, ces gens-là, ils n'osent pas. Donc aujourd'hui, on le dit, s'il y a des gens qui vivent de la détresse, qui vivent de la souffrance, Fred le dit en introduction, il y en a des ressources, il y en a vraiment partout au Québec, 24 heures sur 24. Il ne faut pas rester toute seule avec ça, parce qu'on s'enferme dans des idées, puis on finit par se convaincre. Tu disais, les gens, s'ils savaient à quel point ils étaient aimés, mais quand tu as des œillères, que ça se referme, tu as des lunettes noires, tu as l'impression qu'il n'y a plus personne qui est là pour toi. Puis si tu t'ouvres pas, bien, tu peux te convaincre toujours un peu plus. Mais par rapport à ça, si tu t'ouvres pas, est-ce qu'on écoute assez? Parce qu'on dit souvent aux gens en détresse de parler, mais est-ce qu'on écoute vraiment? Très bon point. Ça va vite. Puis je vous dirais, de manière générale, si j'ai écrit un livre qui s'appelle « Se donner le droit d'être malheureux », c'est parce que souvent, on est vraiment inconfortable avec les émotions douloureuses. Quand ça fait mal, on ne va pas là. Ça se comprend. D'un autre côté, à force de fuir par en avant, on fait des projets, on va voyager, on va se divertir, on va consommer, on va faire toutes sortes de choses. On s'étourdit énormément. Et quand nous-mêmes, on n'est pas capable d'entrer en contact avec notre propre vulnérabilité, souvent celle de l'autre, elle nous dérange. Parce que la détresse de l'autre, elle nous met un peu en contact avec notre propre détresse. Puis des fois, on a le goût de dire, bien, prends un bain chaud, fais du sport, moi, je fais de la méditation, puis ça m'aide. On tombe vite dans les solutions. Alors que la personne, elle aurait le goût qu'on lui dise, écoute, je te vois, ça a l'air de faire mal, on dirait que t'en peux plus. J'aimerais ça qu'on prenne un moment ensemble pour en parler. C'est juste dire, OK, on arrête la course, là, puis on prend le temps. Ça, c'est très important ce que tu dis, parce qu'on dirait que les gens
s'empresse à donner des solutions et ça t'empêche de continuer de t'exprimer. Oui, et c'est pas mal intentionné, ça part d'un malaise. Donc, le point de départ, c'est chacun pour soi-même. Si le dimanche après-midi, quand vos projets sont annulés à la dernière minute, vous vous sentez déprimé, bien, il n'y a rien objectivement dans le dimanche après-midi qui est supposé être déprimant. Tu sais, ça veut dire qu'il y a quelque chose en dedans qui est là. Puis la souffrance, la détresse, la douleur, à quoi ça sert la douleur? Oui. Si j'ai mal à une cheville, que je fais juste engourdir ma douleur, que je continue de marcher dessus, que je continue de courir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aggraver la situation. S'il y a une douleur, il faut qu'on y porte attention. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ça que ça veut dire physiquement. C'est ça que ça veut dire mentalement. Fait que arrêtons-nous, accueillons cette détresse-là, même si ça fait mal. Et si on est capable de le faire plus pour nous-mêmes, quand on va voir l'autre qui a mal, on va être capable d'aller vers lui. Puis une autre affaire aussi, on est beaucoup axé sur l'image, la performance. Des fois, on dit « Ah, je sais que mon collègue, il vit une rupture. Je l'ai vu ce matin, il faisait des blagues à côté de la machine à café. Il a l'air correct. » On achète ça. On veut l'acheter. On veut l'acheter On se débarrasse parce qu'on n'a de peut-être ça. pas le temps qu'il aille pas bien. Mais en même temps, des fois, les gens qui sont en détresse, ils prennent tous leurs petits changes pour avoir l'air de quelque chose. Il a peut-être l'air de bien aller au bureau, mais quand il est tout seul le soir à la maison, c'est une autre affaire. Fait qu'on ne prend jamais ça pour acquis, même si la personne a l'air de bien aller. Si on sait qu'elle vit des difficultés, on va vers la personne et on lui dit « Écoute, on pourrait faire de quoi? On pourrait aller prendre un café, n'importe quoi. » Comment on explique les chiffres? 3 fois plus d'hommes et plus d'adolescentes. Parce que même si le chiffre semble stagner, reste qu'en Amérique du Nord et en Corée du Sud, on est dans les pires endroits pour nos adolescentes. Comment on les explique, ces chiffres-là? Bien, il y a un côté de moi qui a un peu envie de croire que la sensibilisation fonctionne, parce que ça, c'est les chiffres de gens qui vont chercher de l'aide. Oui, il y a eu un geste suicidaire, mais c'est des gens qui ont été chercher de l'aide. Puis si les gens osent aller chercher de l'aide, ça se peut qu'au niveau des demandes de consultation, on voit les chiffres qui explosent. Ça, c'est le bout que j'ai le goût de me raconter, qui est un peu plus positif. D'un autre côté, on le voit énormément, toute la question de la détresse, l'adolescence de nos jours. C'est toujours un peu complexe, l'adolescence. C'est la construction de l'identité, l'image, l'estime de soi. Dans le monde d'aujourd'hui, puis là, je ne veux pas diaboliser les médias sociaux et tout ça, mais dans un monde dans lequel on est bombardé d'images, de pression pour correspondre à des standards hyper élevés, je ne suis pas tellement étonné qu'il y ait autant de détresse. Puis il n'y a pas toujours les ressources disponibles non plus. Tu sais, c'est beau de dire aux gens d'aller chercher de l'aide. Pour les ressources de crise, je le dis, 24 heures sur 24, ça, c'est un peu comme les pompiers, là. S'il y a le feu, il y a des ressources. Des fois, le problème, c'est au niveau de la prise en charge puis le suivi. Moi, j'appelle ça le travail d'expert en sinistre. Tu sais, c'est beau d'éteindre le feu, mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Puis si on reconstruit, il faudrait peut-être reconstruire ça pour pas que ça reprenne en feu dans 2 semaines. Ça, c'est le suivi. Est-ce qu'on a assez de personnel? Est-ce qu'on a assez de structures en place au Québec pour ça? Non. J'aimerais ça être nuancé, mais au niveau du suivi, les délais d'attente sont incroyables. Bien, c'est comme dans tout. Hein. C'est malheureusement le manque de ressources. Les gens qui ont accès à des programmes d'aide aux employés, c'est plus facile. Mais sinon, malheureusement, quelqu'un qui dirait « Ah, je sais pas, j'ai des choses à travailler, je ne vais pas super bien, je vais contacter un psychologue », il y a énormément de délais d'attente. Ça coûte cher quand même. Là. Pour ceux qui ont moins de moyens, un psychologue, les listes d'attente sont très, très longues. Ben oui, absolument. Mais quand je dis ça, je ne veux pas envoyer le message qui dit « ça ne donne rien de demander de l'aide ». C'est pas ça que je dis. En première ligne, quelqu'un là qui fait 811 option 2, ça c'est info sociale, pour la santé mentale, il y a quelqu'un qui va lui parler. Puis ils vont pouvoir évaluer la situation, la diriger vers des ressources. Même chose avec le 1866 appel. Les centres de crise, les gens y pensent moins aux centres de crise. On n'a pas besoin nécessairement d'attendre de penser au suicide pour aller chercher de l'aide. Si on le sait qu'on ne va pas bien, puis ça me permet de parler des signes, là. Souvent, on imagine la personne qui ne va pas bien, qui se prend la tête, qui pleure. Des fois, c'est ça. Mais souvent, la personne qui ne va pas bien est irritable. Elle ne s'endure plus, puis elle n'endure plus personne. Puis quand il y a une personne qui ne s'endure plus puis qui n'endure plus personne dans notre entourage, qu'est-ce qu'on fait? Mais voyons, elle est folle. Voyons, on s'éloigne. Oui. Parce que cette personne-là nous tape sur les nerfs. Et ça se comprend. À un moment donné, ça devient fatigant. Mais des fois, ces gens-là, ben, c'est eux autres qui ont le plus besoin. C'est simplement tellement difficile pour eux d'être en contact avec leur détresse que ça s'exprime des fois plus sous forme de colère. Puis là, je pense aux hommes de 50 à 64 ans, qui sont comme la cohorte, là, qui ont malheureusement les taux de suicide les plus élevés, qui ont encore de la misère à se sentir vulnérables, à se montrer vulnérables, mais se choquer, mettre son poing sur la table, ça, c'est comme si c'était plus associé à une espèce d'image de masculinité traditionnelle.
Malheureusement, quand on a cette attitude-là, pour ce qui est de l'aide qu'on reçoit, on se retrouve un peu plus isolé. Je me méfie, moi, également des clowns tristes. Ça Ouais. aussi, on a tendance à penser que les gens qui font plein de blagues puis qui déplacent de l'air sont Ouais. immunisés. Oui, des fois, c'est particulier. Des fois, on côtoie une personne depuis longtemps, puis on se rend compte qu'on ne sait rien d'elle. Puis pourtant, des fois, c'est des gens qui animent les soirées, c'est eux autres qu'on a le goût d'inviter. Mais des fois, toujours, tout le temps, tout tourné à la blague. Là. Je veux pas tomber nécessairement dans un stéréotype, mais t'as pas tort, ça peut cacher des fois quelque chose. C'est un sujet qui touche les auditeurs au 187 Cube Radio parce qu'on a Louise au téléphone. Bienvenue à l'émission, Louise. Bonjour. Bonjour. Vous aviez envie d'ajouter votre voix à la discussion? Oui, bien là, je suis nerveuse. Je pensais pas me retrouver sur les ondes. J'ai été vraiment atterrée d'entendre que autant de jeunes filles se ramassent à l'hôpital. Je me mets dans la peau d'une jeune fille, là. Je trouve que c'est dommage qu'on ne mentionne pas assez les petits ados qui sont à quelques pas de l'âge adulte, qui voient ce qui les attend. L'hyper-performance, la beauté, pas de ride, conciliation, travail, famille. Et quand on pense aussi l'augmentation des masculinistes chez les très jeunes hommes, je peux comprendre qu'une jeune fille qui garde toute cette angoisse-là en dedans dise « c'est pas pour moi cette vie-là ». Et ça me touche beaucoup parce que j'en ai connu un suicide dans ma famille là, pour d'autres raisons et qu'il n'y ait pas d'endroit où on dit c'est démoralisant pour les jeunes filles voir ce qui les attend. Je déplore juste qu'il n'y ait pas assez de conscientisation et assez de lieux pour que ces petites filles-là libèrent leur moton, leur colère, leur indignation, le désir d'être elles-mêmes. C'est déplorable. C'est intéressant qu'est-ce que vous dites parce que c'est vrai que lorsqu'on va pas bien et qu'on a l'impression que tout le monde autour, ils vont super bien, que tout le monde autour font des super beaux projets, ils font des voyages, ils se prennent en photo, on se compare avec tout ça puis on se dit, ben voyons, ma vie elle donne bien pas de bon sens. Alors qu'en fait, c'est une immense mise en scène. Si on se permettait davantage, comme société, d'enlever nos masques, puis quand on demande à quelqu'un est-ce que ça va, si ça va pas, dire non, ça va pas bien, parce que dans le fond, la souffrance, elle fait partie de l'existence. On veut tous aller bien, mais si on voit la souffrance comme étant quelque chose de honteux, quelque chose qu'on doit cacher, quand on a mal, on a encore plus mal. Parce que qu'est-ce qui est pire que de souffrir, c'est de souffrir tout seul. Fait que vous avez raison, madame, il faudrait à un moment donné qu'on le dise à quel point que c'est pas facile pour qu'on puisse oser parler. Ce qui fait souffrir, là. Ben parce oui. elle a beau dire, moi, ça me tente pas, ce qui m'attend, mais si elle n'a pas de résonance sociale, ça prend une parole sociale aussi pour dire, c'est vrai, nos valeurs sont Exactement. faussées. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une résonance à quelque part, là. Sinon, c'est un dialogue de sourds. Et puis c'est vrai que dans la société actuelle où on a l'impression que c'est du chacun pour soi, puis un peu la loi de la jungle, c'est vrai que c'est un propos qui fait réfléchir ce que vous nous annoncez là, aujourd'hui, cet après-midi. Le thème de la Journée mondiale de prévention du suicide, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est changer le discours. Changer le discours, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, puis c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse pour que les gens se sentent moins seuls, puis qu'ils osent briser leur coquille puis aller chercher de l'aide. Ça fonctionne chez certains, Fred, parce que la messagerie texte, là, ça bouge pas mal. On reçoit plusieurs messages très touchants, là, notamment il y a Patrick qui dit que son père s'est enlevé la vie il y a 19 ans, il pleure sa mort tous les jours. Alors, on se rappelle là, que c'est l'entourage qui est présent, là, puis qui est aimant malgré le fait que parfois on peut être dans un nuage noir puis perdre contact avec cet entourage-là. L'entourage est toujours là. Il y a François qui dit « Certains hommes n'osent pas parler. Pour eux, c'est peut-être un signe de faiblesse. » Alors ça, il faut lutter contre ça, là, homme ou femme. Faut accepter d'aller chercher de l'aide, juste d'ouvrir la discussion, comme vous mentionnez précédemment. Il y a René aussi là, qui nous raconte là, l'histoire d'un grand gaillard qui, malheureusement, là, qui l'a perdu et il repose en paix, alors qu'il nous rappelle l'importance de parler de ce sujet-là. Il y a Vincent aussi là, qui remercie entre autres Cube pour amener un peu de bonheur. Il dit qu'on fait une différence dans la vie de beaucoup de personnes. Il dit que, bon, grâce à un animateur qui l'a mis en onde en janvier pour dénoncer une situation de travail, là, il est en arrêt de travail depuis le mois de mars, puis que grâce à Cube, ben, ces journées sont accompagnées
d'un peu de positivisme. Alors, on est très content, Vincent. Merci de nous écouter. Puis, merci aussi de continuer de parler avec des gens autour de vous. On a aussi un témoignage, là. Oui, vas-y. Bien, je veux remercier Louise aussi qui est au téléphone parce que, Louise, vous prenez la parole aujourd'hui. Bien, ça fait partie aussi du travail collectif que l'on a, d'en parler, de soulever des interrogations, de discuter ensemble. Peut-être qu'il n'y aura pas une solution immédiate, mais le fait d'en parler, je trouve que quand même, on déboulonne quelque chose. Bravo pour ça. Oui, merci. Et au moins, je me mets encore dans la peau d'une petite fille. Si il y avait un discours ambiant qui dit, elle a dit, ben tout le monde a l'air à trouver que c'est correct. Toutes les femmes pensent que c'est correct. Veulent le gars plein d'argent, à performer, mais moi, je veux pas ça. Il faut qu'il y ait une place pour la dissidence aussi, des petites filles qui se voient pris dans un moule infernal. On va laisser de côté les stéréotypes. Vous aviez raison. Merci pour votre appel cet après-midi. Ça me fait plaisir. Merci. Comment? J'allais dire, en lien avec les témoignages, toute la question du deuil, la Journée mondiale de la prévention du suicide, c'est aussi un moment pour penser aux personnes qui ont perdu un proche. C'est quand même un deuil qui est difficile. Puis la question les hommes qui ont peur de se montrer faibles, moi, ce que je dis, puis je le pense sincèrement pour l'avoir vu des milliers de fois dans mon bureau, là, ça prend énormément de courage pour accepter d'entrer en contact avec sa détresse puis sa vulnérabilité. Tu sais, j'ai le goût de faire une espèce de recadrage de la perception. Là. Le gars qui est là, puis le grand gaillard, là, le gars ben tough, là, ben regarder sa détresse, aller consulter, se montrer vulnérable devant quelqu'un, là, ça prend vraiment du courage. J'ai le goût de vous dire, t'es pas game. Façon de lancer un défi. Est-ce que pour toi, c'est difficile, dans les moments de période sombre, on en a tous déjà eu, est-ce que c'est difficile pour toi d'en parler, de le dire? Je pense que c'est tellement important d'avoir des gens de confiance dans son entourage. Puis on les découvre, ces gens-là, à force de s'ouvrir un peu, justement. De se dire, hey, cette personne-là, je sais que je peux lui parler de quand je file tout croche, puis je vais pas recevoir du jugement. Puis il y a des professionnels de la santé qui sont payés pour faire ça, qui sont formés pour faire ça. Mais il y a aussi des gens dans notre entourage qui sont prêts à nous accueillir. Puis des fois, on a l'impression que, oh mon Dieu, c'est, comme on dit, c'est tellement honteux de se sentir un peu croche. Puis dès qu'on s'ouvre un peu, les gens nous mettent une tape dans le dos puis ils nous disent, ben non, tout le monde est comme ça, tout le monde se sent comme ça une fois de temps en temps dans sa vie. C'est extrêmement réconfortant. Puis je pense à un autre témoignage déchirant qu'on a eu de Ben, un ancien militaire là, qui a une santé vacillante, que c'est grâce à son husky là, qui s'en est sorti à 2 reprises. Alors, tu sais, on peut aller chercher là, dans notre entourage, mais aussi auprès de certains animaux, certains moments qui nous réaccrochent à la vie. Mais effectivement, Isabelle, je pense que c'est essentiel de trouver le courage de s'ouvrir. Puis il va avoir quelqu'un. Puis si c'est pas dans votre entourage proche, ça va être dans votre entourage un peu plus lointain ou chez un professionnel qui va trouver le moyen de vous écouter. Je remarque, moi aussi, qu'à chaque fois que quelqu'un passe à travers un bout qu'il pensait insurmontable, souvent, ces personnes-là ont le discours « aïe aïe, je pensais pas que c'était si beau après ». Ah oui, hey, mais moi, ça, je suis tellement chanceux. Moi, un commentaire que j'entends très souvent dans mon bureau, là, c'est « Comment tu fais pour entendre tout ça? » Tu sais, les gens s'écoutent parler, sont super déprimés, puis des fois, ils s'excusent. « Je m'excuse, là, je suis déprimé. » Ah, mais je suis psychologue, d'abord, je suis là pour ça. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est les gens qui ont, oui, le courage de se montrer vulnérables, mais c'est des gens qui écoutent leur souffrance, puis qui regardent qu'est-ce qui se passe exactement. Des fois, là, ça fait des années qu'ils n'ont pas repris contact avec leurs valeurs profondes, avec ce qu'ils voulaient vraiment dans la vie. Ils se sont éloignés d'eux-mêmes. Fait qu'ils reprennent contact avec ce qu'ils voulaient vraiment. Ils réenlignent des choses. Puis au bout de quelques rencontres, la personne a dit « Hey, OK ». Elle imagine si elle avait posé un geste irréversible. J'ai déjà un gars, ça c'était spécial, 10 ans après que j'ai eu fini le suivi, il est passé par hasard, puis il m'a montré une photo d'un chalet qu'il avait construit, une photo avec sa famille qu'il n'avait pas à l'époque, puis il me disait « Hey, imagine, je serais passé à côté de tout ça. » Mais c'est dangereux quand on est envahi par la détresse. On peut se convaincre de toutes sortes de choses, mais c'est presque un acte de foi de croire qu'il va y avoir quelque chose des fois, tellement c'est sombre. Mais il faut continuer d'y croire. Puis, tu as raison, Fred, par rapport aux gens dans l'entourage. Des fois, il y a des gens, là, que c'est les autres qu'on va appeler pour aller jouer au tennis. Il y en a un autre que c'est lui qu'on va appeler pour déménager. Mais il y en a, puis on les connaît, qui ont le tour plus au niveau émotionnel. Mais des fois, quand ça va tellement plus, tu n'oses même plus leur parler à ces gens-là. Comment l'entourage peut déceler? Parce que tantôt, tu parlais de personnes irritables, parfois des clowns tristes. Bon, il y a différents profils, mais quand même, souvent, on ne sait pas trop comment agir puis comment déceler ça, le mal-être de l'autre, puis être à l'écoute. Ouais. C'est drôle. Autant les gens qui, par exemple, avant d'appeler dans une ressource en prévention du suicide, les gens ils disent « Qu'est-ce qu'il faut dire? » Moi, souvent, je dis, c'est pas une entrevue d'emploi, tu n'as pas besoin de te préparer. Tu appelles dans un centre de prévention du suicide. Dis-toi que la personne au bout du fil, là,
Elle s'attend à ce que la personne n'aille pas nécessairement bien. Fait que commence en disant « Excuse, mais je ne sais pas trop quoi dire ». L'autre va s'occuper de la suite. Et quand on veut aider un proche et qu'on ne sait pas trop par où commencer, on commence de même. Excuse-moi, je ne suis pas super à l'aise de te parler de ça, mais je remarque depuis un certain temps que ça n'a pas l'air d'aller. Je remarque que tu ne viens plus dîner avec nous. Je remarque que tu as l'air souvent en colère. Je suis inquiète pour toi. Est-ce qu'on pourrait se prendre un moment pour pouvoir jaser un peu? Tu sais, partir de comment on se sent, nous, en partant, fait qu'on est déjà un peu dans l'ouverture. Puis tantôt, Fred, tu disais, quand on se confie, bien souvent, là, les gens, après ça, ils disent « Hey, sais-tu quoi? Moi, il y a 2 ans, j'ai fait une dépression. Ah bon? T'as raison. On le savait pas. Ah ouais, moi, mon conjoint, actuellement, ça va pas. Il est allé chercher... OK. Quand on enlève nos masques, quand on sort de la grosse comédie de réalité augmentée du bonheur, là, ben on se rend compte que s'il y a une personne sur 4 qui a des problèmes de santé mentale actuellement, là, ben ça fait beaucoup de monde, là. Ouais. Hein? Ça fait que on enlève tout ça, on regarde la réalité en face, on ramène ça à un niveau un petit peu plus humain, puis on prend soin les uns des autres et on accueille la vulnérabilité, la nôtre comme celle des autres. En terminant, il y a un livre que tu as lancé il y a quelques années qui s'intitule « Comment garder espoir dans un monde en crise ». Il y a Lui, un je l'ai sorti juste au mois de mars. Au mois de mars. C'est « Ça donne le droit d'être malheureux » qui est sorti. Il y a un climat quand même ambiant, assez morose. Alors, comment on fait pour garder espoir? Bien, je vous dirais, là, essayer de se réapproprier un certain pouvoir d'agir. Dans le sens que peut-être qu'on ne peut rien faire actuellement par rapport aux tarifs. Peut-être qu'on ne peut pas faire grand-chose actuellement dans notre journée par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire de bien autour de moi à mon échelle? D'abord pour soi-même. C'est quoi le plus petit geste concret que je peux faire aujourd'hui pour me faire du bien? C'est quoi le plus petit geste que je peux faire pour faire du bien à quelqu'un d'autre, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Ça peut être de regarder le caissier à l'épicerie, de dire bonjour, puis de dire merci. Juste de réhumaniser un peu tout ça. Puis par rapport à l'environnement, bien, peut-être qu'on n'a pas le choix de prendre notre automobile parce qu'on est pris dans un système qui est construit autour de l'automobile. Mais si d'un autre côté, on fait certains petits efforts pour essayer de faire une différence, bien, on se réapproprie un certain pouvoir d'agir. Mais l'humilité, c'est bien important. Tu sais, croire un peu n'importe quoi qu'on entend à gauche puis à droite, là. Tu sais, s'il y a des gens qui consacrent leur vie à des domaines, là, essayez de se dire, tu sais, c'est Socrate qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », là. C'est fondamentalement vrai. Fait qu'on ramène un petit peu ça. Comme humain, on sort un peu de notre image, on s'identifie peut-être un peu moins, il y a un paquet de discours, on sort de la polarisation puis de c'est qui a raison pour prendre soin de nous, prendre soin des autres, puis prendre soin de la nature. Marc-André Dufour, psychologue clinicien, on te prendrait comme un peu chaque jour là, pour nous aider à avoir leur qualité. Il me semble que des fois, on a l'impression que rien ne va plus quand on regarde l'actualité. Là, on vous entend et on se dit, il me semble que ça va mieux déjà. Ben, allez acheter mon livre, là. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Bravo d'en faire également une journée pour ça, mais il faudrait en parler essentiel. 365 jours par année. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui aurait pu mettre fin à ses jours, mais grâce à une chanson, tout a basculé. On lui parle au retour.